Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Pénurie de chauffeurs, bilan des émeutes de ces derniers jours, appel d'offres des collectivités locales, coup de projecteur sur le secteur des transports de voyageurs avec Pascal Favre, le coprésident de la FNTV Auvergne-Rhône-Alpes, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur le plateau de Lyon Décideur. Alors FNTV comme Fédération nationale des transports de voyageurs, c'est vous qui transportez entre autres tous les élèves. On va rappeler le poids économique de ce secteur dans la région pour commencer. Alors la FNTV dans la région, nous avons 90% des autocaristes qui adhèrent chez nous. Ça représente 210 entreprises, 13 000 salariés et à peu près 7 000 autocars qui transportent donc les élèves, mais pas que, puisque il y a évidemment bien d'autres activités de l'autocar que celles du transport scolaire. Voilà. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi, 1 milliard d'euros? C'est 1 milliard d'euros, c'est ça. On est à peu près dans cet ordre-là. Voilà. Et au niveau national, ça représente quoi La région Auvergne-Rhône-Alpes représente, dans tous les chiffrages, représente à peu près 10% du total. Voilà. Donc c'est facile à calculer à chaque fois, aussi bien en effectif un peu plus de 10 milliards d'euros. Voilà. D'euros. Alors c'est un secteur qui pèse donc en nombre d'entreprises. Ça s'organise comment? On va dire quoi? Il y a quelques grands acteurs et puis des petits ou des moyens, du public, du privé. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui s'est déjà bien regroupé? Alors il y a eu depuis 20 ans un petit regroupement qui s'est fait progressivement. Il n'en reste pas moins que le secteur est composé de 3 grands acteurs qui sont des groupes, qui sont Keolis, RATP Dev, qui est la filiale de la RATP, et Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et ensuite, nous avons plusieurs acteurs qui sont des acteurs régionaux, des grosses PME familiales que l'on connaît ici, comme Ford, comme Philibert, par exemple, comme Maisonneuve, par exemple. Et ensuite, on a des acteurs de taille moins importante. En gros, on peut dire que la profession est représentée à moitié par les groupes, en termes de chiffre d'affaires, et à moitié par des PME, de taille intermédiaire, pratiquement des ETI ou des PME, voire même des TPME, puisque certaines ont une dizaine de salariés. Alors, un élément important, c'est que le fait que les 2 tiers des salariés de vos entreprises ont plus de 50 ans. Donc, il y a un enjeu de formation et de recrutement très, très important pour vous. Oui, nous avons un âge moyen qui est assez avancé, qui est au-delà de 50 ans, comme vous l'avez rappelé, alors qui s'explique historiquement, puisque jusqu'à une époque récente, on ne pouvait passer sur le transport en commun qu'à partir de 23 ans, donc ça ne pouvait pas être un premier métier. Et nous avons donc un métier qui vieillit avec des populations qui partent régulièrement à la retraite, d'où un besoin important de recrutement. Et les années qui viennent, avec cet âge moyen important, vont être également très difficiles. Alors l'an dernier, comme beaucoup d'entreprises, vous avez eu des difficultés de recrutement pour des postes de chauffeurs. Il en manquait 1000 à un moment dans toute la région. Vous êtes arrivé complètement ou seulement partiellement? Alors en 2022, nous y sommes quasiment arrivés. Je pense qu'il y a eu relativement peu de services en septembre, début septembre, qui n'ont pas pu être assurés, d'après les remontées qu'on a eues de notre client principal, donc la région. En fait, on a beaucoup recruté pendant le premier semestre 2022. Nous avons fait appel également à des chauffeurs retraités de chez nous, en leur demandant s'ils pouvaient revenir au moins pendant un certain temps. Nous avons donc formé aussi, même si les écoles de formation avaient pris beaucoup de retard du fait de la crise du Covid. Et puis, nous avons effectivement augmenté le nombre d'heures supplémentaires pour arriver à assurer cette rentrée scolaire. Mais nous y sommes arrivés au final. C'est avec tout ça, tous ces éléments que vous êtes arrivé finalement à pourvoir quoi, 900 sur les 1000 à pourvoir 900 sur les 1000, puisque nous avions dans les entreprises un certain nombre de personnels qui généralement sont agents d'exploitation, qui avaient le permis et qui ont pu assurer des pointes soit du matin, soit du soir, ce qu'on appelle des pointes, à savoir des services scolaires le matin ou du soir, pour finalement être là au moment où on avait le besoin de plus de conducteurs. Alors pour cette année 2023, comment est-ce que les choses se présentent? Alors les efforts que nous avons faits, alors toujours une pénurie bien sûr, mais les efforts que nous avons faits en 2022 ont porté le fruit, puisqu'aujourd'hui nous sommes plutôt à hauteur de 600 conducteurs qu'il faut recruter pour la rentrée. Alors, je ne sais pas à quel stade nous sommes aujourd'hui, mais enfin tous les jours nous en recrutons. Nous aurons donc, je pense que cette année en 2023, il n'y aura pas tous les services seront assurés. On aura tout le monde, même si on aura toujours recours au personnel d'exploitation qui aura son permis dans la poche et qui pourra venir suppléer aux carences qu'on pourra constater au dernier moment à la rentrée scolaire. Parce que l'an dernier, vous aviez été obligé d'alléger un peu le plan de charge. Oui, alors il y a eu, en accord avec les collectivités, nous avions aussi allégé les plans de charge, c'est-à-dire que certains services ont été regroupés en 2, c'est-à-dire qu'on a fait, dans un quart, on a mis 2 services, où on a décalé certains services pour pouvoir réenchaîner plus facilement
un service après un autre. Sur l'enjeu de formation, vous vous faites aider par Pôle emploi, par exemple Alors, l'enjeu de formation, c'est bien évidemment Pôle emploi. Ce sont CFA, les CFA, c'est l'Aftral aussi, qui a une sorte d'organisme de formation qui travaille avec nous depuis très longtemps. Et depuis que nous avons obtenu l'an dernier la possibilité d'ouvrir des CAP, donc la conduite routière à partir de 18 ans, il y a un certain nombre de lycées comme le lycée Louis-Armand à Chambéry, le lycée Décathlin à Montélimar, qui vont, dès la rentrée de septembre 2023, ouvrir des classes de 15-20 élèves qui permettront donc de former en un an des agents d'accueil et de conduite routière, autocar et autobus. Donc ça, c'est quelque chose qui a été permis depuis la possibilité donc de transposer dans le droit français ce qui existait dans le droit européen, à savoir de conduire un autocar ou un autobus à partir de 18 ans, dès qu'on avait le permis, bien évidemment. Alors, un enjeu de formation très important, un enjeu de transition énergétique et également et climatique. Il faut acheter des bus et des autocars moins consommateurs et avec des carburants innovants, voire électriques, donc plus chers à l'achat. Comment est-ce que vous y arrivez ? Alors, la transition a été initiée il y a déjà quelques années sous l'impulsion de la région qui, dans ses appels d'offres, demandait principalement à ce qu'on mette en place des véhicules gaz. Le véhicule gaz, c'est effectivement beaucoup moins nocif en matière d'émissions, que ce soit de NOx ou de CO2, de gaz à effet de serre. C'est relativement peu coûteux en ce sens que le surcoût par le véhicule thermique est de l'ordre de 15 à 20%, donc c'était tout à fait absorbable dans les coûts. Malheureusement, c'est arrivé au moment où le prix du gaz a doublé, voire triplé du fait de la crise et puis de la guerre en Ukraine. Ça a mis un coup de frein à cette expansion des véhicules au gaz. Aujourd'hui, que le véhicule au gaz est reparti sous une forme, enfin, que le prix du gaz est revenu à son niveau initial, ça pourrait repartir, sauf qu'il y a des risques que la Commission européenne restreigne l'emploi du gaz dans les véhicules industriels à ceux qui en ont plus besoin et qui ne sont pas électrifiables. Et la Commission européenne considère que ce gaz devait être réservé aux avions ou à d'autres, aux navires, aux bateaux par exemple, et que les autobus et autocars devraient fonctionner à l'électrique. Autant un autobus peut fonctionner en électrique, il y en a beaucoup à Lyon d'ailleurs qui fonctionnent en électrique, parce que l'autonomie, en ville c'est facile, l'autonomie d'un véhicule électrique est de l'ordre de 200 km. Par contre, c'est tout à fait insuffisant pour un autocar. Et aujourd'hui, la technologie ne permet pas d'avoir plus de kilomètres que ça. À quelle échéance est-ce que vous prévoyez d'avoir complètement renouvelé vos flottes de cars, d'autocars L'échéance est de l'ordre de 6 à 8 ans, parce que les contrats sont de cet ordre-là. Donc, comme les contrats, on les commence généralement avec des véhicules neufs, ça veut dire que dans cet ordre-là, 6 à 8 ans, nous aurons, transporteurs ici de la région, renouvelé l'ensemble de notre parc. Et on espère avec des véhicules au gaz, mais probablement avec une part d'électrique aussi. Il y a aussi un enjeu important en termes de sécurité, sécurité des enfants. On se souvient de quelques exemples d'accidents. Là aussi, les choses ont évolué. Il y a eu oui, sur la sécurité, c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Les accidents sont quand même relativement peu fréquents dans l'autocar. Il faut savoir que c'est un des moyens les plus sécurisés quand on rapporte ça en nombre de morts par kilomètre ou par voyage. Donc on est même meilleur que le train, je dois le dire. Ce qui a été mis en place par la région, par contre, c'est des systèmes de sécurité qui permettent que aucun élève ne soit oublié dans le car. En fin de service. Parce que ça arrivait, ça. C'est arrivé quelquefois, pas très souvent, mais c'est arrivé. Et donc, depuis cette année, nous avons un dispositif qui permet, qui oblige le conducteur à aller au fond du car et d'appuyer sur un bouton. Donc, ce qui veut dire qu'il fait finalement le trajet aller-retour au fond de son car, qui vérifie qu'aucun élève, par exemple, ne s'est endormi, il est resté au fond de ce car. Et sans ça, le véhicule ne peut pas s'éteindre. Autre sujet de préoccupation, c'est celui des critères d'attribution à des marchés publics régionaux. Vous demandez que le prix ne soit pas le critère prépondérant et unique, quasiment, je dirais, et qu'on prenne mieux en compte la qualité de la prestation proposée. On ne se focalise pas uniquement sur le mieux-disant économique. Oui, c'est vrai que jusqu'en 2023, le critère, la région mettait le prix en avant à hauteur de 80% dans l'attribution des marchés et 20% seulement sur la qualité, enfin ce qu'on appelle les critères techniques. Nous avons réussi, en discutant avec notre autorité principale, à les faire évoluer sur ce plan-là. Le prix est redescendu à un niveau de 60% et donc 40% de notes techniques, ce qui a permis d'introduire de nouveaux critères, comme des critères liés à la formation des conducteurs, formation à l'éco-conduite par exemple. Avant c'était 80-20. Avant c'était 80-20, 20% sont en qualité, maintenant c'est 60-40. Il y a eu des critères sur
la qualité de service, sur la transition énergétique, justement, dont vous parliez à l'instant. Donc, ça nous donne le moyen vraiment de valoriser beaucoup plus les efforts des entreprises, notamment en matière de formation. Et on insiste beaucoup sur ce point parce qu'on voudrait que la région ne se contente pas seulement des intentions déclarées, mais que vérifie ensuite sur le terrain que les actions de formation qui ont été déclarées lors de l'appel d'offres soient bien mises en place par les transporteurs. Ça, c'est important. Il faut que les entreprises fassent ce qu'elles ont promis et que notre autorité le contrôle. On essaie de voir qui sont vos clients. La région, bien sûr, forcément, vous l'avez évoqué, mais aussi les établissements scolaires, les clubs sportifs, les entreprises. Oui, alors les entreprises, bien sûr, lorsqu'elles organisent elles-mêmes le transport de le personnel. Et ensuite, nous avons les établissements scolaires qui organisent des sorties scolaires, les clubs sportifs pour leurs sorties. C'est assez diversifié. Mais ça représente en moyenne une part qui est réduite, puisqu'on peut considérer que de l'ordre de 20% à peu près du chiffre d'affaires des entreprises sont réalisés dans le transport occasionnel et touristique. Un mot sur les émeutes de ces derniers jours. Est-ce que vous avez été victime de dégradation de véhicules ou de conducteurs victimes de violences? Alors, par définition, l'autocar, c'est du transport interurbain, donc on est relativement peu présent en ville. Il s'avère quand même qu'il y a eu 3 autocars qui ont fait l'objet qui ont été incendiés sur l'agglomération ou un peu au-delà, notamment en Isère. Ça reste limité par rapport à ce qu'on a vu dans la presse et dans les actualités, mais nous avons été relativement épargnés de ce point de vue-là. Pour finir, comment est-ce que vous voyez l'avenir, les prochaines années pour votre secteur? Elles vont être très marquées par la transition énergétique. C'est clair que c'est la dimension principale que l'on doit suivre. On espère pouvoir, nous, ce qu'on voudrait au niveau de la profession, être vraiment sur multi-énergie. C'est-à-dire qu'on sera un mix d'énergie. Il y aura un peu de thermique qui restera, il y aura pour nous un peu de gaz, un peu d'électrique et pourquoi pas un peu d'hydrogène. Mais la transition énergétique, à condition qu'elle puisse s'appuyer sur ces 4 énergies, pour nous, c'est vraiment la situation et c'est notre devenir à nous en matière de transporteurs, pour nous transporteurs. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Fabre, co-président de la FNTV Auvergne-Rhône-Alpes, d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse à présent découvrir, avant de se quitter, la une de Lyon Décideur du mois de juillet-août, avec Laurent Gérard, l'amoureux de Lyon, mais aussi le grand entretien de Jacques Gounon, le président de la Transalpine Lyon-Turin, et puis comment l'aéroport est géré par les hommes de Vinci. Très bon week-end, merci. Et puis on va vous offrir ce dernier Lyon Décideur avec le guide de la RSE, Lyon solidaire et philanthrope. Merci, au revoir. Merci.